Je démarre là. Voilà, super. Excuse-moi, laisse-moi enregistrer moi plutôt. D'accord, attends. Ok. Et faire toutes les enregistrements. Bon, vas-y. Ok. Ok, super. Donc, bonjour tout le monde. Nous allons aborder le dernier module et l'un des modules que je considère des plus importants dans le cadre d'un projet de recherche, d'un projet ou de programme de recherche, qui est le module suivi-évaluation. Donc, ce module est animé par moi-même, Gaussou Kamara, membre du programme S-Partner, coordonnateur du réseau Sciences et Technologies du numérique et enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey du Sénégal. Donc, comme pour les précédents modules, celui-ci a été élaboré par Bondinov pour le compte du programme S-Partner. Donc, vous pouvez toujours continuer à poser vos questions via le QR et réagir en utilisant les émoticônes. Donc, si vous avez besoin à la fin de poser des questions oralement, vous pouvez lever la main et vous activez votre caméra quand le modérateur vous le demandera. Donc, ce module a pour objectif surtout d'aborder les enjeux et mécanismes du suivi d'un programme de recherche, mais aussi de vous présenter des méthodes et des outils de suivi et d'évaluation de programmes de recherche. Donc, ce module termine le parcours de formation de 8 modules et est organisé suivant le plan qui est devant vous. Donc, en première partie, nous allons voir en quoi consiste le suivi d'un programme de recherche, donc notamment les éléments contractuels, de quoi s'agit-il, les objectifs du suivi, les parties prenantes du suivi et les étapes de la mise en œuvre du suivi. Ensuite, en particulier, nous allons voir les aspects liés à la coordination et au suivi administratif d'un programme de recherche, donc où nous allons vous faire quelques recommandations et des exemples pratiques. Ensuite, nous allons voir en troisième partie ce qu'on appelle maintenant le suivi-évaluation, parce que c'est deux notions différentes. Le suivi tout court, c'est une activité à part, et le suivi-évaluation est une autre activité. Et enfin, nous allons voir la conclusion. Donc, premièrement, en quoi consiste le suivi d'un programme de recherche? En termes d'éléments contextuels, la phase de suivi d'un programme intervient après la validation de la phase d'appel à projet. C'est-à-dire une fois que votre projet de recherche a été accepté, donc démarre pratiquement le suivi. Donc, c'est à partir du début de la mise en œuvre du projet et sur toute sa durée. Donc, en parallèle du déploiement des activités opérationnelles. Donc, le suivi, c'est quelque chose qui se fait en parallèle au déploiement des activités de votre projet. Donc, elle peut également comprendre une phase de clôture qui va au-delà de la fin du projet. Donc, nous y reviendrons, mais tout ce qui est la phase de reporting, d'audit, peuvent être des phases qui vont au-delà même de la clôture ou de la date de fin officielle du projet. Elle doit cependant être pensée dès la phase d'élaboration de votre projet. Donc, nous avons dit que le suivi démarre au début de l'implémentation du projet, mais la stratégie du suivi doit être pensée en amont, c'est-à-dire au moment même de l'élaboration de votre proposition de recherche, d'accord, pour un suivi plus optimal et plus efficient. Donc, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Donc, en amont, disons, du déroulé des activités opérationnelles. D'accord? Donc, nous allons y revenir. Mais le suivi de façon globale, disons, consiste à définir l'objectif du suivi, parce que quand on fait du suivi, c'est pour un objectif bien spécifique, nous y reviendrons. Il faut identifier un responsable du suivi, il faut définir des outils de suivi
Et le suivi nécessite de récolter des données. Donc, le processus et le mode de collecte des données doivent aussi être définis. Ensuite, des livrables doivent être produits pour rendre compte du suivi. D'accord? Et nous allons voir effectivement que ces outils et autres peuvent différer en fonction du type de suivi qui va être apporté. Donc, le suivi, c'est un ensemble d'actions qui permettent de s'assurer de la bonne mise en œuvre du projet par rapport aux objectifs fixés. Donc, il y a deux phases qu'on va voir ici, la coordination et le suivi administratif, donc pour qui concerne les aspects contractuels et juridiques du projet, parce que le contrat, on l'a vu, mais le contrat aussi est en rapport avec la mise en œuvre du projet. Donc, tout au long du déroulement du projet, on va s'assurer également que tous les termes du contrat qui ont été définis sont respectés tout au long de l'exécution de votre projet. Donc, il y a aussi les aspects de procédure sur lesquels nous allons revenir et les aspects budgétaires. Donc, tous ces trois aspects rentrent dans le cadre de la coordination du projet et du suivi administratif. Et quand je parle de responsables à identifier, je pense que ça a été abordé dans les work packages, qu'en général, il y a un work package 0 qui concerne la coordination et le suivi du projet. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est le suivi évaluation, c'est les aspects relatifs aux indicateurs de résultats et d'impact. Donc, la coordination et le suivi administratif a pour objectif de s'assurer que les activités opérationnelles se déroulent comme prévu jusqu'à la fin du projet. Mais la partie suivi évaluation permet surtout aussi de suivre l'atteinte des indicateurs et des impacts qui ont été définis dans les objectifs. D'accord? Et cela peut aussi impliquer une évaluation et des ajustements si c'est nécessaire. Voilà. Donc, tous ces deux aspects-là sont corrélés au déploiement opérationnel du projet, que ce soit le suivi administratif et la coordination, de même que le suivi évaluation. Donc, les objectifs du suivi, donc on va essayer de voir les différents éléments dont on a parlé, hein, objectifs du suivi, cadrage du suivi, les outils, etc. Donc, l'objectif général du suivi est toujours d'assurer le bon déploiement du projet à l'aide de pratiques cadrées et pertinentes, d'une collecte de données et d'informations utiles et d'une analyse de ces données pour d'éventuels réajustements, disons, du déroulement de votre projet. Donc, selon le type de suivi, il peut aussi exister des objectifs spécifiques. Donc, par exemple, suivi de la conformité avec les réglementations du bailleur, suivi du budget en vue des reportings financiers pour l'audit, suivi des indicateurs pour rendre compte des résultats du projet, etc. Donc, on peut avoir des sous-rubriques de suivi spécifiques dans le suivi global de votre projet. Donc, le suivi, il faut savoir que ce n'est pas une inspection ou bien une surveillance. Donc, il ne faudra pas que les équipes qui déploient les activités opérationnelles du projet se sentent surveillées, disons, par cette activité-là. Donc, le suivi, ce n'est pas aussi une activité d'archivage. Il ne s'agit pas de collecter des données tout simplement et de les sauvegarder quelque part. Il s'agit de collecter les données, les analyser, mais aussi les exploiter pour réajuster, disons, le déroulement de votre projet. Ce n'est pas un processus inutile, ce n'est pas une perte de temps, c'est une activité essentielle, voire même indispensable pour garantir l'atteinte des objectifs de votre projet. Donc, les parties prenantes du suivi peuvent être nombreuses, mais le suivi va impliquer le responsable du suivi et de coordination lui-même qui est au centre de l'activité, mais va également impliquer la direction de son institution, les équipes opérationnelles du projet et les bénéficiaires, notamment ceux-là qui vont bénéficier des résultats à court terme du projet, mais également le responsable du suivi va être en interaction avec le bailleur, avec les partenaires et les auditeurs. Donc, on va revenir plus en détail dans ces éléments-là. Donc, les étapes de la mise en œuvre du suivi peuvent être déclinées en 4 phases.
Premièrement, il faut cadrer le suivi, c'est-à-dire prendre connaissance des éléments existants. Donc, je demande d'ouvrir l'activité de mon ordinateur. Voilà. OK. Donc, je disais que les étapes d'un suivi peuvent être déclinées en 5 phases. La première, c'est cadrer le suivi, bien prendre connaissance des éléments existants et des attentes du bailleur. Ensuite, deuxièmement, définir les processus et produire les outils qui vont être utilisés dans le cadre de ce suivi-là. Et troisièmement, mettre en œuvre le suivi, c'est-à-dire collecter les informations ou les données au cours de l'exécution des activités du projet. Ensuite, retranscrire et formaliser, c'est-à-dire analyser les données collectées, justement pour pouvoir tirer de la connaissance des conclusions qui vont servir durant la phase 5 à des ajustements à opérer si nécessaire sur le déroulement des activités du projet. Donc, dans la deuxième partie, nous allons nous focaliser sur la coordination et le suivi administratif du projet. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans cette phase de coordination et de suivi administratif du projet, nous allons suivre la même méthodologie qui consiste à cadrer le suivi, définir le processus et produire les outils, mettre en œuvre le suivi et collecter les informations, retranscrire et formaliser et ajuster. Donc, avant de commencer ces différentes étapes, nous allons vous présenter quelques recommandations globales. Donc, en parallèle du déploiement des activités et du suivi opérationnel, il est nécessaire d'opérer durant toute la durée du projet la coordination et le suivi administratif du projet. Donc, celui-ci consiste à veiller à ce que l'ensemble des aspects administratifs, réglementant et cadrant la mise en œuvre du projet soit respecté. Parce que tout ça a été stipulé dans la convention ou dans le contrat, mais aussi dans les documents annexes qui sont fournis par votre bailleur. Donc, le suivi administratif porte donc sur les éléments de forme et de processus, au niveau méta du projet, tels que les aspects contractuels et juridiques, les aspects de procédure et les aspects budgétaires. Donc, ces aspects peuvent être perçus parfois peu enthousiasmants, effectivement, mais ils sont fondamentaux car ils régissent la validité et la recevabilité du projet ou bien des livrables de votre projet. Donc, ils peuvent avoir un impact sur le déploiement opérationnel, voire même sur les aspects financiers, c'est-à-dire les dépenses qui sont éligibles. Parce que quand on parle de dépenses éligibles, le bailleur va vous donner de l'argent. Donc, si vous dépensez l'argent en ne respectant pas les aspects de procédure, ces dépenses ne seront pas validées par votre bailleur. Et en général, si le bailleur peut vous demander de rembourser cet argent-là. Par exemple, si c'est une dépense sur laquelle vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par exemple, si vous achetez un bus avec votre projet à coût de millions et que l'achat de ce bus n'a pas respecté les procédures de passation de marché édictées par le bailleur ou bien par la réglementation de votre pays, le bailleur peut ne pas valider cette dépense-là. Et donc, du coup, vous pourriez être tenu de rembourser le montant ou le prix du bus. Donc, le suivi administratif, en tout cas aux yeux de certains, n'est pas tangible, hein, parce que la gestion de ces aspects prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais ça nécessite également une bonne organisation. D'accord? En termes de temps, il y a certains pays où, lorsque vous êtes coordonnateur d'un projet de recherche, vous pouvez vous voir être, on va dire, réduit en termes de temps d'enseignement pour vous permettre de consacrer du temps à la coordination de votre projet. Donc, souvent, ça peut prendre un tiers de vos charges horaires ou bien un demi, tout dépend de la nature et de la taille de votre projet. Mais, encore une fois, en tout cas dans le contexte africain, ce n'est pas une culture de voir des décharges horaires pour les enseignants ou en tout cas pour les chercheurs qui coordonnent des projets de recherche. Mais il y a certains pays qui sont conscients, en tout cas, du temps et de travail requis pour une bonne coordination
ou un bon suivi d'un projet et qui mettent en place ces dispositions-là pour permettre aux coordonnateurs du projet de s'y atteler pleinement. Donc, première étape du suivi administratif et de coordination du projet, c'est le cadrage. La première étape, c'est le cadrage qui est vraiment très importante pour la compréhension des enjeux. Une prise de connaissance et une étude attentive des documents de cadre à disposition. Donc déjà, ça c'est fondamental. Ça peut faire l'objet de beaucoup de documents, mais le coordonnateur du projet et celui qui est chargé du suivi administratif doit nécessairement prendre connaissance de tous les documents cadres qui régissent en tout cas la mise en œuvre du projet. Par exemple, la convention de financement ou bien le contrat de recherche, les règles de passation de marché, le plan de financement, le manuel des procédures. Le coordonnateur doit les connaître au détail près. Donc, pour éviter justement disons, de ne pas respecter un certain nombre d'éléments liés à ces obligations-là. Donc, des échanges transparents pour bien comprendre les attentes du bailleur et anticiper ses demandes. Ça aussi, c'est important parce que souvent, on peut gagner un projet de recherche, mais on n'est pas en contact permanent avec le bailleur. Il est toujours recommandé de bien poser les questions au bailleur et de pouvoir anticiper sur un certain nombre de préjudices. Donc, il est aussi important dans le suivi administratif de bien définir les jalons temporels, c'est-à-dire à quel moment il faut produire des rapports, etc. Donc, ça aussi, c'est assez important. Donc, quelques points d'attention. Les règles et usages en termes de suivi administratif varient selon plusieurs aspects. Donc, le bailleur, comme je le disais tout à l'heure, la dimension du projet, le pays d'intervention. Donc, les projets de 5 ans et les projets de 6 mois n'ont pas forcément les mêmes types de suivi. Un projet européen, par exemple, et un projet local d'impulsion au sein de notre université qui finance à hauteur de 3 000 € et un projet européen qui finance à hauteur de 20 millions d'euros, ce n'est pas la même chose, par exemple. Donc, le suivi de ces aspects au sein du bailleur peut varier aussi selon l'interlocuteur. Donc, il y a des aspects humains qui sont à prendre en charge et qui sont vraiment extrêmement importants, extrêmement sensibles. Donc, pour ce qui est du suivi administratif, donc, les éléments de cadrage sont les suivants. Donc, il y a 3 parties à considérer. Il y a les aspects contractuels et juridiques, les aspects de procédure et les aspects budgétaires. Donc, pour les aspects contractuels, ce sont les prérequis réglementaires pour l'exécution du projet, la durée officielle d'exécution du projet, les attentes en termes de reporting. Les aspects de procédure, c'est surtout tout ce qui est processus et système de validation des dépenses, mais aussi des rapports, les prérequis pour le système financier interne, le cadre de réglementation pour les passations des marchés, ensuite les chartes éthiques et les procédures LAPFP. Donc, c'est tout ce qui est financement du terrorisme ou bien blanchiment d'argent ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est des choses aussi qui sont mentionnées et en général, il y a même des chartes qui doivent être signées avant le début du projet concernant ces aspects-là. Donc, sur la partie budgétaire, également en termes de suivi administratif, il y a le plan de financement et la trame du budget officiel, le niveau de détail attendu pour le budget, parce qu'en général, le bailleur peut vous demander d'être très détaillé. Par exemple, vous pouvez dire, nous allouons, par exemple, 50 000 € pour les ressources humaines. Donc, pour certains bailleurs, ça suffit. Mais pour d'autres bailleurs, ils vont vous demander, par exemple, de décliner en détail quelle est la nature des ressources humaines qui seront recrutées, quel est le nombre et quel est le taux de rémunération de ces ressources humaines. Donc, il y a également les processus pour la modification du budget. Ça aussi, c'est défini dans les documents de suivi administratif. Parce que souvent, il peut arriver lors de l'exécution d'un projet qu'on décide de réallouer les fonds à d'autres activités. Donc là aussi, des procédures de réallocation ou de demande de réallocation ou l'éligibilité en tout cas de certaines demandes de réallocation sont définies dans ces documents-là. Mais également, surtout, et extrêmement important, les prérequis et attentes pour l'audit. Ça, je recommande vraiment à tous les porteurs de projets de bien veiller à ces aspects-là parce que
l'audit souvent, même si certaines phases de l'audit peuvent intervenir au cours du projet, mais il y a des projets où l'audit intervient à la fin du projet. Et donc, si vous n'avez pas pris les dispositions de bien préparer les documents ou de respecter les procédures, vous allez être fatigué à la fin de l'audit parce que vous allez vous retrouver dépourvu, en tout cas des pièces justificatives et du coup, de validité de certains de vos rapports d'activité et de rapports financiers. Donc, première étape, c'était le cadrage. Donc, on est en train de voir vraiment quel est le cadrage, quels sont les aspects à prendre en compte dans le suivi et la coordination du projet. Maintenant, le processus et les outils. D'accord? Cela consiste à la définition des processus de suivi et la production des outils qui sont nécessaires. Donc, à partir des objectifs de suivi, on peut définir un processus en amont, c'est-à-dire qui est le responsable du suivi, qui est mobilisé dans le processus de suivi, à quelle étape, pourquoi faire, quels sont les niveaux de validation qu'il faut faire en termes de rapport ou bien de rapport administratif ou de rapport financier, de rapport de recherche ou de rapport financier. Puis vient la production des outils qui doivent être adaptés à l'objectif de suivi. Donc là, en général, on peut définir des fichiers de suivi qu'on peut remplir. On peut donc souscrire aussi et configurer des outils en ligne. Voilà. Donc, par exemple, en termes de rapport d'activité, il peut y avoir un canevas donc, qui peut être prédéfini et transmis aux différentes parties prenantes, par exemple, du consortium, pour qu'à la fin de chaque mois, qu'ils remplissent, par exemple, ce canevas-là pour rendre compte de leurs activités scientifiques. Mais il peut aussi y avoir des canevas pour le budget, donc pour rendre compte des dépenses qui ont été exécutées. Donc, enfin, il est important de partager ce processus et ces outils aux parties prenantes concernées, donner le bon niveau d'information, voire former si nécessaire. Parce qu'en général, certains membres du projet peuvent ne pas maîtriser l'utilisation d'un certain nombre d'outils de suivi que vous avez élaborés. Donc, il est important de partager ces outils avec eux et s'il le faut, les former sur l'utilisation de ces outils. Donc, à savoir également, les types d'outils et documents varient selon les objectifs du suivi. Donc, selon les bailleurs, il peut exister des trames de référence. Et ça existe souvent avec les grands bailleurs comme l'AFD, la Banque mondiale, etc. Donc, ils vous fournissent déjà des templates, des modèles de documents que vous devez remplir pour vos différents rapports d'activité et vos rapports financiers. Donc, il est important de s'appuyer sur ces documents pour gagner du temps, prendre connaissance de ces documents dès le début et s'appuyer sur ces documents, les renseigner au fur et à mesure pour gagner du temps. Donc, certains outils ont une visée officielle et doivent être validés. Par exemple, si vous produisez les outils de suivi par vous-même, il est important de faire valider ça par votre bailleur pour s'assurer que toutes les informations requises par le bailleur ont été bien prises en compte dans les outils que vous avez proposés. Bon, d'autres ont des usages internes et donc peuvent rester entre les membres du projet. Donc, la pédagogie sur ces outils et les processus est très importante pour s'assurer de leur adoption. Parce que tout simplement, souvent, il peut arriver que des bailleurs fournissent des trames qui sont souvent très complexes, mais qui, à la fin, lorsqu'ils sont bien remplis, peuvent permettre une meilleure, en tout cas, une validation plus facile et plus rapide disons, des rapports qui sont fournis. Mais leur acceptation ou leur adoption par les chercheurs peuvent souvent être difficiles. Et donc, il est important d'avoir une pédagogie pour les convaincre d'adopter ces outils très essentiels. Donc, après la phase de définition du processus et de production des outils, intervient maintenant la phase de collecte et de suivi. D'accord? Donc là, on peut avoir plusieurs échéances qui peuvent être définies de plusieurs manières, soit en continu, cela veut dire qu'il y a une vérification de la bonne utilisation des trames pour les processus administratifs, donc archivage des validations des bailleurs, archivage de la documentation nécessaire pour l'audit. Donc là, la collecte se fait au fur et à mesure. Par exemple, si je prends l'exemple d'un projet, si vous avez des ressources humaines, donc, à la fin de chaque mois, vous faites des attestations de services faits. Il y a des bons, il y a des mandats, par exemple, qui sont effectués par votre responsable institutionnel, la direction, pour le paiement par le service comptable.
qui, par exemple, produit des chèques ou fait des virements. Donc, à la fin de chaque mois, par exemple, vous pouvez collecter toutes ces données-là auprès de vos structures administratives et les ranger dans des dossiers parce que vous en aurez besoin plus tard pour vos rapports, soit semestriels ou bien votre rapport final ou intermédiaire de votre projet. Donc, une collecte de données en continu peut vous aider dans le suivi. Mais ça peut aussi être une collecte ponctuelle selon un rythme qui est défini. Hein. Par exemple, les comptes rendus hebdomadaires. Ça, c'est important. Souvent, on oublie. Mais il y a certains bailleurs, par exemple, dans les templates de rapports d'activité, ils peuvent vous demander de lister disons, les activités ou bien même pour certaines décisions qui ont été prises, ils peuvent vous demander les comptes rendus ou les PV des réunions à l'issue desquelles ces décisions ont été prises, etc. Donc, c'est important de sauvegarder tous ces documents-là. Donc, ça peut faire aussi l'objet d'une mise à jour mensuelle des données financières, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour le cadre de paiement des ressources humaines. Donc, la collecte semestrielle des informations en vue du reporting. Donc, le responsable de suivi est en charge de veiller au bon timing du processus. Donc, il peut être utile de définir un rétro-planning pour une échéance donnée. Par exemple, si vous avez des partenaires, vous avez 8 partenaires dans le cadre du projet, vous pouvez dire, écoute, j'ai défini un rétro-planning, c'est-à-dire au 25 du mois, j'écris à mes partenaires pour leur dire que n'oubliez pas à la fin du mois de m'envoyer tous les documents en lien avec les paiements, par exemple, de vos ressources humaines, ou bien si vous avez des marchés qui ont en cours d'exécution, renvoyez-moi tous les documents au stade actuel de la phase du processus de passation de marché. Ceci permet d'anticiper vraiment sur les délais et d'avoir tous ces documents-là à temps. Donc, une fois que la phase de collecte est réalisée, on passe à la phase de formalisation et de retranscription, c'est-à-dire que les données qui ont été collectées vont être analysées donc, en vue justement de tirer des conclusions. Et les conclusions peuvent permettre, par exemple, si une activité, dans un rapport d'activité, vous constatez un retard sur une activité, ça peut faire l'objet, par exemple, d'une réunion pour voir comment aider ses partenaires à rattraper son retard ou bien comment confier telle ou telle tâche à un autre partenaire pour gagner du temps, etc. Donc, là, dans la formalisation, le résultat de l'analyse ou bien de la compilation des données collectées peuvent se présenter sous forme de livrables, donc, qui sont les éléments qui présentent les outputs utiles, c'est-à-dire les sorties utiles issues du suivi et qui permettent des prises de décision ou des ajustements du projet. Donc, ça peut être des livrables scientifiques ou bien des livrables financiers. Donc, en général, les livrables qui sont attendus, ce sont les rapports d'exécution technique, les rapports financiers et les rapports d'audit. Comme je le disais, dans certains projets, les audits peuvent se faire au fur et à mesure de l'exécution du projet. Donc, à qui sont destinés les livrables? En général, c'est le bailleur, les partenaires du projet et les équipes internes qui sont membres de votre consortium. Donc, quelles sont les échéances? Ça dépend si vous avez des comités de pilotage qui sont prévus chaque 3 mois ou bien s'il y a un rapport annuel qui est prévu dans le cadre de votre contrat de recherche, ou bien ça peut aussi être pour les audits en fin de projet. Voilà. Donc, ces livrables vont être transmis aux auditeurs à la fin de votre projet. Ou bien au cours du projet, hein, tout dépend de comment les audits sont organisés. Donc, qui doit valider les livrables? Le bailleur, la direction, ou bien parfois même, il peut ne pas y avoir de validation nécessaire pour certains livrables. Donc, l'étape de formalisation peut prendre du temps car elle nécessite non seulement de structurer les données, mais également de les analyser en profondeur pour en tirer les éléments d'information nécessaires pour un bon pilotage du projet. Il est donc important de définir un calendrier précis et une répartition des tâches claires pour la préparation de ces livrables-là. Donc, dernière étape dans la méthodologie de suivi administratif et de coordination du projet, c'est l'ajustement. Parce que le résultat maintenant de la transcription, donc notamment la 4e phase, c'est d'exploiter les résultats afin de réajuster, de prendre des décisions. Mais la prise de décision va dans le sens de réajuster ou dans le but
de permettre l'atteinte des objectifs scientifiques du projet, mais aussi des objectifs en termes d'impact, disons, de votre projet. Parce qu'en fin de compte, c'est sur ça que vous allez être réellement évalué à la fin de votre projet. Donc, l'ajustement consiste à une analyse fine des données et livrables produits, à une identification des points bloquants dans les processus ou des points d'attention, en tout cas dans la mise en œuvre de l'activité ou des activités. Donc, c'est aussi une phase de réflexion sur les ajustements à mener, mais aussi une définition d'une feuille de route et une mobilisation des parties prenantes. Donc là, ça peut aussi faire l'objet, durant cette phase d'ajustement, de production et de validation de nouveaux processus, de nouveaux outils et de nouvelles actions, qui viennent compléter les processus, les outils et les actions qui existent déjà dans le projet. Donc, ça peut aussi juste être aussi une phase d'information si les résultats, en tout cas de la phase précédente, ne montrent pas vraiment de difficultés majeures, en tout cas dans la conduite du projet ou de risques majeurs dans l'atteinte des objectifs du projet. Donc, en deuxième partie, toujours dans la coordination et le suivi administratif, nous allons voir ici quelques exemples pratiques. Donc, pour les exemples pratiques, nous allons nous appuyer toujours sur les 5 étapes pour le suivi administratif du projet. Pour le cadrage du suivi, cela concerne le manuel de procédure. La définition du processus ou des processus et la production des outils, c'est surtout sur le cas des passations de marché. La mise en œuvre du suivi et la collecte de données, c'est au niveau du suivi du budget, et la retranscription et la formalisation, c'est au niveau du reporting. Donc là, pour chaque étape de notre méthodologie, nous avons pris un élément particulier, d'accord, dans le cadre du suivi sur lequel nous allons mettre un accent. Donc, il faut juste noter que ces éléments, comme je viens de le dire, ne sont pas forcément exhaustifs et qu'un suivi de tout autre aspect requis par le bailleur ou jugé utile par le projet peut être mis en place avec les mêmes étapes méthodologiques. Donc, premièrement, le manuel de procédure. Donc, comme je le disais, donc, le cadrage, c'est le manuel de procédure, etc., etc. Donc, pour la partie cadrage, le manuel de procédure, c'est un document cadre validé par le bailleur qui regroupe l'ensemble des indications et règles du suivi administratif du projet. Donc ça, en général, c'est des documents même aussi qu'on peut retrouver dans nos universités et qui régissent le fonctionnement administratif de nos universités ou structures de recherche. Mais dans le cadre aussi d'un projet de recherche, on peut mettre en place un manuel de procédure qui va permettre, par exemple, de définir quelles sont les étapes pour chaque procédure administrative ou financière à suivre. Voilà. Par exemple, si je prends le cas du projet ACE Partner, nous avons un guide de projet qui peut être considéré comme un manuel de procédure et qui contient en tout cas les indications essentielles sur les différentes procédures à adopter dans le cadre du projet ACE Partner. Donc, l'objectif, c'est que l'ensemble des règles régissant les aspects administratifs du projet soient clairement définis et accessibles par les équipes. Donc, le contenu en général des manuels de procédure, il y a une présentation du contexte des objectifs et des activités du projet, une présentation des règles de passation de marché, les règles de processus comptable, les règles des audits et de reporting, les règles de communication et les règles, par exemple, sur les missions et les déplacements. Voilà. Est-ce que dans le cadre des missions, est-ce que un missionnaire peut prendre son véhicule personnel? Est-ce que les frais de l'autoroute à péage sont remboursés, etc., etc. Donc, plein d'aspects peuvent être mentionnés dans le manuel de procédure. Voilà. Donc, le manuel de procédure, c'est un document qui est rédigé par l'équipe de coordination et est soumis à validation du bailleur ou fourni par le bailleur lui-même à l'équipe de coordination. Donc, tout dépend de la nature du projet. Mais ce document peut comprendre de nombreuses annexes utiles pour la mise en œuvre du processus administratif. Parce que de la même manière que ce document décrit les procédures, il peut aussi proposer des modèles, des templates de documents à utiliser pour chacune des procédures. Par exemple, pour les passations de marché, il peut y avoir des trames, d'accord? Pour les déclarations d'intégrité, donc également, il peut y avoir un modèle de déclaration d'intégrité.
Pour les contrats, par exemple, de prestation de services aussi, il peut y avoir des modèles de contrats qui sont proposés. Pour les procès-verbaux, par exemple, des réunions, il peut y avoir des exemples de procès-verbaux, etc. Donc, le manuel de procédure, c'est un engagement vis-à-vis du bailleur, d'accord? Veiller au bon niveau de détail de ce document, comme je le disais. Il faut vraiment bien prendre connaissance de ce document pour éviter tout préjudice. Mais c'est un document qui est validé au début du projet, mais qui peut aussi être amélioré au fur et à mesure de l'évolution du projet, ou en tout cas des changements intervenant dans certaines législations. Donc, en deuxième partie, pour ce qui concerne le processus, donc ici, c'est la définition du processus et la production des outils. Donc, de nombreuses réglementations régissent l'attribution des marchés. Donc, ici, on met le focus sur les procédures de passation de marché. Donc, il est important de bien définir ce processus parce que c'est un processus assez sensible et la raison pour laquelle il y a des dispositions concernant les processus de passation de marché, c'est surtout pour éviter tout conflit d'intérêts, mais aussi éviter le financement d'activités illégales. Donc, processus à définir pour chaque prestation externe en fonction du montant estimé et des seuils de passation. D'accord? Souvent, si le seuil n'est pas important, donc les règles souvent sont assez souples. Mais encore une fois, il faut se référer au document, à l'annexe correspondant. Donc, par exemple, ici, en fonction du montant estimé et du seuil de passation de marché, on peut faire une expression des besoins et une rédaction de thèmes de référence. Il faut faire un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection de prestataires. Ensuite, il faut un envoi de propositions techniques et financières aux prestataires. Ensuite, il faut recevoir et évaluer les propositions. Il faut faire la sélection, etc. Donc, le processus peut être, on va dire, résumé, comme vous le voyez à droite, hein, appel à manifestation d'intérêt, liste restreinte, etc. Donc, jusqu'à la phase de négociation qui intervient avant la signature du contrat. Donc, toujours en termes de passation de marché, donc, il y a un certain nombre d'outils à produire, notamment le plan de passation de marché, etc. Les procès-verbaux, donc d'attribution des marchés, etc. Mais dans tous les cas, il est recommandé d'utiliser les trames qui sont produits par le bailleur. Mais encore une fois, comme on en a parlé au niveau du contrat, souvent les procédures de passation des marchés du pays d'origine du bailleur et du pays d'exécution du projet peuvent être différents. Mais dans tous les cas, il faut se référer, disons, à la législation qui est appliquée, en tout cas dans le cadre de ce projet. Est-ce que c'est celui du bailleur ou est-ce que c'est celui du pays d'exécution de votre projet? Donc, dans le cadre de la mise en œuvre donc, du suivi et de la collecte des données, ici, il est important de bien identifier qui fait la collecte des données. Est-ce que c'est les équipes administratives ou est-ce que c'est les équipes opérationnelles ou de coordination? D'accord? Et ensuite, la retranscription. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, dans le processus de passation de marché, dans la définition ici, c'est au niveau du suivi du budget et du reporting. Donc, dans les procédures de passation de marché, il faut définir aussi la phase de collecte des données, mais aussi la phase de retranscription. Si vous regardez un peu à droite en bas, donc vous allez voir que plusieurs éléments peuvent faire l'objet de collecte au cours de la procédure de passation de marché. Comme en bas à droite, on a premièrement les demandes de proposition, deuxièmement les CV des prestataires shortlistés, les propositions techniques et financières, les notations et le PV d'attribution, le contrat et les livrables. D'accord? Donc, tout ça peut faire l'objet de collecte dans la troisième phase, disons, de collecte des informations. Donc,
Pour prendre un exemple sur la phase de collecte des données, nous allons nous appuyer sur le suivi du budget. Donc, le suivi du budget consiste à analyser l'avancement des dépenses par rapport au budget octroyé, donc afin d'anticiper les situations de tension de trésorerie et les éventuelles demandes de versement. Donc, il est important, donc, toujours dans cette phase, de bien définir le processus et de produire les outils. Donc, le processus à définir, c'est l'enregistrement des dépenses par le responsable financier, projection des dépenses à venir, et ensuite compilation des données d'exécution des dépenses et analyse de l'état d'avancement des dépenses. Donc, il faut savoir que le versement est en général fait en plusieurs étapes. Et donc, si vous n'anticipez pas et les versements peuvent ne pas souvent faire l'objet d'un planning bien spécifique. Les versements peuvent faire l'objet de demandes de versement. Donc, si vous n'anticipez pas sur les demandes de versement, vous pouvez vous retrouver, disons, à court de budget pour pouvoir exécuter un certain nombre d'activités. Donc, les outils à produire, c'est des fichiers de suivi des dépenses et des projections budgétaires, mais aussi des tableaux de bord qui vont permettre de pouvoir suivre l'avancement des dépenses et d'anticiper sur les demandes de versement. Donc, pour la mise en œuvre du suivi et la collecte des données, en général, c'est l'équipe financière et l'équipe de coordination qui s'en occupent. Donc, c'est la collecte des données financières afin de pouvoir faire les projections nécessaires, mais aussi produire des rapports financiers selon les échéances qui sont définies par votre bailleur. Donc, quelle est la fréquence de collecte de ces données? Ça peut être mensuel, mais ça peut aussi être à des étapes clés, notamment au moment des audits ou bien avant les demandes de versement ou à la fin tout simplement du programme de recherche. Donc, il est important de bien déterminer les éventuels seuils de dépenses pour le déclenchement des demandes de versement. Donc, si vous avez, on va dire, si vous avez un versement, disons le tiers, en général, votre bailleur peut vous demander, par exemple, que vous ne pouvez pas faire de demande de versement si 75% de la première tranche n'est pas consommée. Mais vous aussi, vous pouvez vous fixer des seuils, par exemple en se disant, une fois que 60% de la première tranche a été consommée, nous allons préparer en fait une demande de versement pour anticiper sur notre planning financier. Donc, en termes de suivi toujours du budget et en termes de méthodologie, nous avons vu la partie 2 qui consiste à définir le processus et les outils de suivi du budget. La partie 3 qui consiste à la collecte des données liées au suivi du budget. Et là, maintenant, la partie 4, c'est retranscrire et formaliser. Donc, cette formalisation du reporting financier, c'est autant en interne qu'en externe. C'est-à-dire qu'il faut mettre en valeur les niveaux de consommation du budget, donc au global, et si possible par ligne budgétaire, parce que souvent, dans le cadre d'un projet, vous pouvez avoir des lignes qui concernent des missions, des lignes qui concernent l'acquisition de matériel, des lignes qui concernent les ressources humaines. Donc, ça, ce serait bien aussi d'avoir une déclinaison par ligne budgétaire dans votre reporting financier. Suivre les potentiels sous-consommation ou dépassement de budget par ligne budgétaire. Donc, à droite, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir un tableau donc, qui vous permet de récapituler ces dépenses et surtout de les présenter à votre bailleur. Donc, en dernière partie, nous allons voir un autre cas pratique qui concerne le reporting. Le reporting, c'est les rapports soit techniques ou financiers. La mise en œuvre du projet est ponctuée de rendu de rapports techniques ou de comités de pilotage. Donc, les comités de pilotage, c'est les comités qui servent à suivre l'évolution, disons, des activités scientifiques du projet.
Donc, à ce comité de pilotage-là, on doit présenter des rapports techniques ou des rapports d'activité. Donc, de la même manière que pour le rapport financier, il faut également définir les processus et produire les outils pour le rapport technique. Il faut également mettre en œuvre le suivi, c'est-à-dire utiliser les outils qui sont produits pour pouvoir collecter les données et les transcrire, c'est-à-dire les présenter sous un formalisme, on va dire, simple et compréhensible et exploitable par votre comité de pilotage. Donc, comme vous pouvez le voir sur la partie budget, donc la retranscription, c'est un tableau financier, un tableau de bord qui présente les niveaux de consommation budgétaire, etc. Et pour la partie reporting, la retranscription, comme vous pouvez le voir, ça peut être sous cette forme-là, comme vous pouvez le voir au milieu, mais ça peut aussi être juste un rapport narratif, hein, comme à droite, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais l'objectif étant tout simplement de rendre compte des avancements globaux, mais bien identifier les informations importantes à mettre en valeur. Parce qu'en général, il y a beaucoup de contenu dans le rapport, mais lorsque vous les présentez à votre bailleur ou à votre comité de pilotage, il est important de mettre l'accent sur les éléments qui sont les plus importants. Mais la finalité toujours est d'analyser ces rapports et d'ajuster. Donc, de la même manière qu'on fait un ajustement financier, on fait aussi un ajustement sur le plan des activités techniques ou des activités opérationnelles du projet. Donc, ceci met fin, on va dire, à la première partie qui concerne le suivi, ou en tout cas, d'un programme de recherche. Et pour conclure cette partie, je dirais tout simplement que pour un bon suivi administratif et une bonne coordination d'un projet de recherche, il est important d'avoir une méthodologie. Et ici, nous avons proposé une méthodologie en 5 étapes. Pour tout type de suivi à faire, il faut cadrer le suivi, d'accord, définir les objectifs du suivi. Ensuite, en deuxième lieu, il faut définir le processus et les outils qui vont être utilisés dans le cadre de ce suivi. En troisième étape, il faut définir la méthode de collecte des données. Encore une fois, les données sont la ressource essentielle dans le processus de suivi. Ensuite, une fois que ces données sont collectées, il faut les retranscrire et les formaliser, c'est-à-dire les analyser et les présenter sous une forme compréhensible pour, en tout cas, le destinataire, afin de leur permettre, en 5e étape, de les analyser, de les interpréter, mais aussi de les utiliser pour pouvoir réajuster, en tout cas, l'activité qui fait l'objet du suivi. Donc, nous allons clôturer, on va dire, ce module. Je vais voir combien de temps il me reste. 11h34, OK. Donc, nous allons clôturer ce module par la partie C qui concerne le suivi et évaluation. Alors, donc, il y a une petite différence entre le suivi et le suivi-évaluation. Mais le suivi lui-même, c'est un outil le suivi-évaluation, pardon, c'est un outil de gestion pour orienter l'action sur la base d'une analyse rigoureuse des faits passés et en cours. Donc, il aide, cet outil, ce dispositif, aide au pilotage pour que le projet atteigne ses objectifs. Donc, le suivi-évaluation est mis en œuvre via des indicateurs. Donc, ça, c'est un élément important qu'on va aborder. Les indicateurs qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs à renseigner tout au long du programme, donc via des outils de collecte et d'aide à la décision. Donc, le suivi-évaluation permet d'évaluer en temps réel la progression et l'évolution des activités et des parties prenantes et de recueillir la perception des bénéficiaires. Mais aussi, cela permet d'orienter les prochains programmes de ce type à l'issue du projet. Donc, enjeux et notions clés. Donc, le processus d'évaluation est suivi de 2 phases, donc est composé de 2 phases, chacune nécessaire et complémentaire, donc qui doivent être pensées ensemble afin d'être cohérents et d'être pragmatiques. Donc, premièrement, c'est le suivi, donc c'est ce qu'on vient de voir.
Deuxièmement, c'est l'évaluation, c'est-à-dire c'est le diagnostic réalisé ponctuellement et repose sur l'analyse des données du suivi. Donc, qui permet de faire une appréciation qui permet de répondre à des questions plus vastes sur l'atteinte des résultats, sur l'atteinte des objectifs. D'accord? Donc, c'est les objectifs scientifiques ou bien les objectifs d'impact du projet. Donc, le suivi-évaluation s'axe sur la récolte de données sur les aspects suivants: les résultats obtenus, le besoin traité, donc notamment l'adéquation de l'activité avec la politique du bailleur, les réalisations, notamment les activités, les biens et services produits ou déployés, donc les bénéficiaires, groupes ou cibles pour les activités mises en œuvre, donc les ressources, donc les moyens employés, que ce soit les ressources humaines ou financières, la satisfaction des bénéficiaires, mais aussi l'impact. Donc, vous avez vu que ce sont des résultats mesurables sur le long et moyen terme. Donc, dans le cadre du suivi-évaluation, nous allons également suivre la même démarche, notamment le cadrage, la définition du processus, et la collecte des données, la retranscription et les ajustements. Donc, afin de bien cadrer le dispositif de suivi, il est important de l'intégrer dans la phase d'élaboration du projet, comme nous l'avons dit précédemment. D'accord? Mais ici, pour ce qui concerne le suivi, c'est la définition des attentes. Mais pour ce qui concerne l'évaluation, c'est surtout un choix approprié des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc, une définition des indicateurs alignés avec la réalité du projet sur le terrain est fondamentale. Donc, lorsqu'on définit des indicateurs, il faut que ce soit des indicateurs qui sont en rapport avec les activités qui sont déployées sur le terrain. Donc, pour cela, il est important de fournir une réflexion poussée en interne avec les différentes parties prenantes du projet, d'accord, pour un alignement cohérent des indicateurs avec les objectifs du projet. Donc, et pour ce faire, nous allons nous baser sur la même démarche que vous avez vue dans le module 3, d'accord? C'est-à-dire, nous allons définir les indicateurs avec la démarche SMART, c'est-à-dire un indicateur doit être spécifique, un indicateur doit être mesurable, un indicateur doit être atteignable, réalisable, mais aussi temporellement défini. C'est-à-dire, si vous devez dire, OK, l'objectif du projet est de former 50 personnels médicaux, mais il faut définir ça dans la durée. Donc, pour une durée, par exemple, de 6 mois ou dans 1 an. Donc, on va faire un petit focus sur le cadre logique, qui est un outil de suivi qui est en général fourni par les bailleurs, donc qui est un outil souvent qui est assez, on va dire, reconnu, un outil très utile pour le suivi des indicateurs. Donc, pour chaque, et en général, le cadre logique est structuré de manière à ce que chaque objectif spécifique et résultats associés, on leur associe un ou plusieurs indicateurs. Donc, ici, dans ce tableau, vous pouvez voir en termes d'explication que l'objectif spécifique, on a un objectif spécifique 1, on a un résultat attendu R1, on a l'intitulé de l'indicateur, on a le mode de calcul ou de définition ou de collecte de la valeur de l'indicateur, on a la valeur initiale de l'indicateur, quelles sont les valeurs cibles à, par exemple, 6 mois ou bien à 12 mois, quelles sont les sources des données, etc. D'accord? Donc, en termes d'exemple, ici, par exemple, on a un objectif spécifique qui consiste à l'augmentation du niveau de compétences des professionnels de l'accompagnement des startups. D'accord? C'est dans un projet qui consiste à renforcer en capacité, par exemple, les incubateurs, etc. Donc, l'objectif, le résultat attendu, c'est surtout les ressources humaines des structures d'accompagnement sont formées avec un parcours dédié. Donc, l'indicateur ici, c'est le nombre de membres d'équipe qui sont formés. La méthode de collecte, c'est de calculer le nombre de personnes formées. Le nombre, la valeur initiale, c'est 0. Au départ, 0 personnes sont formées. À 6 mois, on va arriver à 40 personnes formées. Et à 12 mois, on va arriver, par exemple, à 40 personnes formées. Donc, à 6 mois, à 20 personnes formées, à 12 mois, à 40 personnes formées.
Quelle est la source des données pour pouvoir justement mesurer cet indicateur? C'est la liste des participants au parcours de formation, etc. Donc, en étape 2, donc après le cadrage, donc en étape 2, on a le processus et les outils, d'accord? Processus à définir pour chaque indicateur du cadre logique. Il faut définir la méthodologie de collecte des données, d'accord? Il faut aussi définir la fréquence de collecte des données et il faut identifier les responsables de la collecte de ces données-là. Donc, il faut bien choisir et créer les outils de collecte. Donc, comme je viens de montrer dans le truc précédent, on a le tableau du cadre logique qui synthétise, mais on peut avoir des outils spécifiques, des formulaires qui peuvent être pour collecter ces données-là auprès, en tout cas, des acteurs d'opérationnalisation des activités. Donc, il faut également bien tester ces outils avant leur déploiement. Il faut aussi les partager avec les parties prenantes du suivi et évaluation. Donc, en troisième étape, il faut passer à la collecte de ces données. Donc, tout au long du projet, il faut mettre en œuvre la collecte des données et le suivi. Donc, à partir du rétroplanning qui a été défini, donc on a un programme qui dit, bon, à 6 mois, il faut collecter telles données, etc., etc. Donc, il faut bien vérifier aussi que les outils utilisés pour la collecte de ces données sont quand même régulièrement actualisés. Donc, pour s'assurer que les rapports qui sont produits sur la base de ces outils sont à jour. Voilà. Donc, pour la formalisation, cela revient tout simplement à synthétiser les données collectées avec un outil. Donc, ici, on va s'appuyer sur le tableau du cadre logique pour pouvoir renseigner les données de suivi. Donc, le tableau du cadre logique permet, disons, une représentation synthétique de ces données de suivi-là. Donc, la structuration des données et la formalisation des sources justificatives des données peut prendre du temps. Donc, notamment pour les indicateurs qualitatifs qui nécessitent, par exemple, une première analyse des données récoltées, donc questionnaire de satisfaction, etc. Donc, il est important de bien définir en amont qui en est le responsable et bien définir un plan, un agenda, d'accord, pour éviter tout retard ou, sur cette phase-là. Ensuite vient la phase d'ajustement. Donc, à l'issue disons, de la phase de collecte, si vous pouvez le voir sur ce tableau ou un extrait de ce tableau, l'indicateur, c'était le nombre de membres d'équipe ayant été formés ou ayant obtenu un certificat de formation en 1 an. Donc, la valeur initiale, si vous vous rappelez, c'était 0. La valeur cible à 6 mois, c'était 20. Mais si vous voyez ici dans ce tableau, la valeur atteinte à 6 mois, c'est 15. Donc, cela veut dire que l'objectif initial qui a été fixé pour cet indicateur-là ou pour cette activité-là n'a pas été atteint. L'activité de former 20 personnes à 6 mois n'a pas été atteint. Et l'indicateur, le nombre de personnes formées qui a été collecté ici, nous présente 15 personnes formées. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est de mettre ce qu'on appelle des mesures correctives. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de la dernière colonne, il faut mieux communiquer, par exemple, sur les règles et consignes de la formation et de la certification. Voilà. Peut-être que certaines personnes ont bien suivi la formation, mais ils n'ont pas demandé une certification ou bien une attestation qu'ils pourront présenter et qui pourrait permettre justement de valider cette formation-là auprès de cette personne. Donc, ça, c'est vraiment la phase de suivi-évaluation, surtout basée sur les indicateurs en lien avec les objectifs spécifiques du projet. Maintenant, il y a une dernière partie ici qui concerne le suivi d'impact. Encore une fois, comme on vous l'a dit, l'impact se mesure dans le court et le moyen terme. D'accord? Et il y a plusieurs outils et méthodes qui peuvent être utilisés, notamment ce qu'on appelle la théorie du changement. Donc, outils permettant de décrire et d'évaluer les changements à moyen et long terme souhaités sur une problématique donnée à partir des ressources et des actions qui ont été mises en œuvre. Donc, souvent, comme il vous a été expliqué, c'est des changements qui interviennent vraiment dans le long terme et qui peuvent être très, très, très difficiles à mesurer. Mais néanmoins, il y a quand même des outils et des méthodes qui sont proposés, qui sont déployés. Par exemple, il y a une évaluation aléatoire qui consiste, par exemple, à faire une comparaison de résultats sur 2 groupes témoins randomisés.
Donc, pour voir, par exemple, est-ce que tel groupe qui n'a pas été parmi les bénéficiaires, tu mesures en fait l'impact sur ce groupe et tu prends un autre groupe aussi qui a été concerné, qui fait partie des bénéficiaires, par exemple, pour voir quel a été l'impact sur le projet et donc de pouvoir dire, OK, le projet effectivement a eu un impact sur le long terme. Bon, il y a d'autres outils hein, comme ce qu'on appelle le Social Return on Investment, qui est une méthode qui permet d'attribuer une valeur financière à l'effet généré par une action, tout simplement. Donc, ici, il y a un exemple concret sur comment on pourrait mesurer l'impact d'un projet. Par exemple, ici, nous avons pris le cas d'un projet qui consiste à déployer une plateforme d'accompagnement des SAEI, ce qu'ils appellent des startups ou des structures d'accompagnement des entreprises, disons, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Voilà, des services d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc, par exemple, ici, il y a eu un projet dans ce sens qui a été financé par l'AFD. Donc, en termes d'input, on a les plateformes d'accompagnement de ces services et en output, donc en termes de résultats attendus, ce sont les services. Donc, on a en entrée les services d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. En sortie, ce sont les services d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'innovation professionnelle qui sont dotés de capacités d'accompagnement fortes aux entrepreneurs. Donc, en fait, c'est un projet de renforcement de capacité, tout simplement. Donc, il y a la subvention, d'accord, et ensuite, en termes d'output, d'accord, il y a des formations qui ont été proposées, par exemple, ici, en termes de formation ou en termes de déploiement, en tout cas, c'est une communauté Afrique qui innove, ça s'est déployé en Afrique, 110 en 2022 dans 32 pays différents, des formations dans l'amélioration du format ou bien le blended learning ont été déployés, etc., etc. Mais ce que je veux montrer ici, c'est la partie impact qu'on peut mesurer sur le déploiement de cette activité-là opérationnelle. D'accord? Donc, en termes de changement observable, parce qu'il faut, quand on parle d'impact, il faut que ce soit des changements ou des résultantes qui sont observables. D'accord? Par exemple, on peut observer que l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans les 32 pays concernés est crédible et forte en termes de propositions. D'accord? Et en termes d'impact, ce qu'on peut mesurer, c'est une croissance soutenue et inclusive des entrepreneurs. Par exemple, ici, il faut faire la différence entre le projet porte sur le renforcement de capacité des services d'accompagnement, mais l'impact est mesuré sur la capacité ou la croissance même des entreprises qui ont été accompagnées par ces services d'accompagnement. Donc, encore une fois, les résultats du projet sont mesurés sur l'effectivité de l'accompagnement des services d'accompagnement ou du renforcement de capacité des services d'accompagnement, mais l'impact va être mesuré sur demain les capacités ou des startups qui seront accompagnées par ces services d'accompagnement qui ont été renforcés en capacité dans le cadre du projet. Donc, c'est un exemple assez complexe, mais ça permet de faire la différence entre les résultats immédiats du projet et les impacts du projet, tout simplement. Donc, je vais conclure cette partie assez rapidement. Donc, pour tout type de suivi dans le cadre d'un projet ou d'un programme de recherche, donc, il y a 5 étapes clés donc, à retenir. Premièrement, c'est de cadrer le suivi. Deuxièmement, c'est de définir et de produire les outils de suivi. Troisièmement, c'est de mettre en œuvre le suivi donc par la collecte des données. Quatrièmement, c'est de retranscrire et de formaliser, c'est-à-dire de présenter les données, d'analyser et de présenter les données dans un format exploitable par en tout cas les parties prenantes pour, en cinquième partie, pouvoir prendre des décisions et ajuster en tout cas les activités qui ont fait l'objet de ce suivi.
Voilà. La bonne pratique à chaque étape, c'est surtout la répartition des tâches et des responsabilités. Donc, je pense qu'à l'issue de cette présentation, vous avez dû vous rendre compte de la complexité de cette activité. Donc, il est important de bien répartir les tâches et de répartir les responsabilités. Il faut une communication claire sur les enjeux de ce suivi. Sinon, la plupart des parties prenantes ou des collaborateurs peuvent avoir l'impression d'être contrôlés, d'être surveillés, alors que ce n'est pas l'objectif qui est visé. Il faut bien former les équipes concernées avec les outils que vous avez produits et toujours rester en lien avec l'opérationnel. Le suivi-évaluation, c'est toujours en lien avec l'opérationnel, avec le déploiement des activités de votre projet. Et donc, surtout pour conclure, gardez en tête l'objectif, permettre la bonne mise en œuvre du projet pour avoir des résultats concrets et impactants. C'est ça l'objectif du suivi. C'est vraiment une bonne mise en œuvre du projet et aussi de permettre d'atteindre les résultats en rapport avec les objectifs spécifiques du projet, mais aussi d'avoir des résultats impactants dans le moyen et le long terme. Donc, encore une fois, remercier Bondinov pour le travail de production de ce module de formation. Et donc, pour toute question complémentaire, vous pouvez nous contacter, notamment Grégory Giraud, moi-même, Gaussou Kamara et Mamadou Diallo. Et je vous laisse la parole. Vous pouvez poser vos questions via le menu QR. Et nous allons y répondre avec plaisir. Donc, merci encore pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur. Donc, on va regarder les questions à travers le Q&R. Donc, je vois ici... comment choisir? OK, donc on a deux questions ici. Pour les projets de thèse, faut-il forcément parler de l'impact environnemental? Tu peux répéter, s'il te plaît, Mamadou? Oui, donc pour l'instant, on a deux questions. La première est de Suleiman Kandé qui disait que est-ce que pour les projets de thèse, il faut forcément parler de l'impact environnemental? Pas forcément, hein, mais un projet de thèse reste un projet de recherche. C'est un projet de recherche pour lequel il y a des résultats attendus à la suite de la thèse, mais il y a aussi des impacts attendus. Voilà. Maintenant, s'il y a des impacts environnementaux, on peut effectivement parler d'impact environnemental, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mamadou, tu es là? Oui, excuse-moi, j'avais mis mon micro. Donc, la deuxième question est celle de Eliachi Larissa qui demande comment choisir le responsable de suivi et évaluation du projet. Des exemples de logiciels pour faire le suivi et évaluation s'il en existe. Merci. Alors, pour choisir le responsable du suivi et évaluation du projet, il n'y a pas forcément des critères universels, mais ça va dépendre de la nature du projet, de la taille du projet. Par exemple, si je prends le cas des projets des centres d'excellence de la Banque mondiale, il y a des personnes qui sont expertes en suivi et évaluation de projets. Donc là, ils peuvent recruter carrément un responsable de suivi et évaluation de projets. Et ce qui est le cas dans la plupart des projets de centres d'excellence africains. Il y a aussi d'autres projets, souvent de la Banque mondiale ou de l'USAID ou de l'AFD, où également il y a des responsables de suivi et évaluation qui sont recrutés pour le suivi de ces projets. Voilà. Donc, en général, pour de petits projets, les responsables de suivi et évaluation peuvent être juste des personnes candidates
d'accord, qui ont de l'expérience dans ce domaine et qui peuvent vous accompagner dans le suivi et évaluation de votre projet. Donc, pour les logiciels, encore une fois, c'est pourquoi la phase 2 est importante, parce qu'on parle de processus et de production des outils. Donc, en général, il y a des logiciels, j'en connais pas de tête comme ça, mais les bailleurs, en général, peuvent fournir des outils de suivi, mais aussi vous-même en tant que responsable du suivi en coordination avec votre équipe, vous pouvez proposer des outils de suivi. Ça peut être des tableaux Excel, ça peut être des documents Word avec des, comment dire, des rubriques bien définies. Voilà. Mais aussi, on peut trouver sur Internet des modèles de documents de suivi. Il suffit de taper sur les moteurs de recherche sur Internet comme Google, des outils gratuits de suivi et évaluation de projets de recherche. Et là, vous pouvez tomber sur des templates que vous pouvez réutiliser, voire les adapter pour les utiliser conformément à la taille et à la dimension de votre projet. Merci beaucoup. Donc, on va prendre la question suivante qui est celle de Denise, Émilie. Donc, elle demande par rapport au rôle des responsabilités dans le cadre d'une recherche. À quel moment qu'il faut définir les rôles et responsabilités? Alors, par rapport au rôle des responsables dans le cadre d'une recherche. Donc, ça se définit en amont. Hein? C'est lors de l'élaboration du projet qu'en général, surtout, je ne sais pas si ça a été dit dans le work package, mais en général, souvent dans un work package, on va définir un responsable du work package qui est chargé, par exemple, de la coordination des activités de ce work package. Ensuite, on peut définir en fonction des activités, des responsables par type d'activité, et on peut définir aussi les membres d'un work package, ceux qui vont contribuer à cela. Donc, quand il s'agit maintenant du suivi évaluation, donc on va avoir un work package de suivi et coordination du projet. Donc, on va avoir un responsable qui va être défini là-bas. Et le responsable peut aussi être assisté par d'autres sous-responsables en charge, par exemple, du reporting financier, un autre chargé du reporting technique, par exemple, des activités, etc., etc. Mais ça doit pour moi, ça doit se définir en amont, au moment même de la soumission du projet. Et s'il faut refaire des réajustements, il faut le faire avant le déploiement du projet. Et au fur et à mesure également, en fonction des nouveaux besoins qui vont apparaître et des désistements des uns et des autres, vous pouvez aussi répartir les rôles auprès d'autres membres du projet. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, c'est de Mamadou Samb. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on doit faire un appel pour l'achat de matériel, comme par exemple des ordinateurs? Oui, tout ceci est défini par la réglementation. Par exemple, je sais que dans nos universités, en tout cas au niveau du Sénégal, par exemple, pour des marchés de moins de 3 millions de francs CFA, on n'a pas besoin, par exemple, de faire un appel. On peut tout simplement faire des demandes de renseignement de prix. Donc, cela permet de raccourcir, en tout cas, les délais d'exécution de ce marché-là. Mais au-delà, il y a d'autres règles qui régissent la procédure de passation de marché. Que ce soit des ordinateurs comme d'autres types de matériel ou services, en tout cas, à acheter. Merci beaucoup. La question suivante, c'est celle de Zakaria qui dit que moi, je travaille dans le domaine des IT, c'est-à-dire de l'informatique et de la technologie. Comment, dans ce contexte-là, montrer l'impact environnemental? Alors, tout dépend en fait du projet. Hein. On peut bien être dans le domaine des IT et avoir un projet qui va avoir un impact sur l'environnement en termes de pollution. Donc, tout dépend aussi du sous-domaine disons, de l'IT où on se trouve. Par exemple, s'il y a des gens qui produisent, par exemple, je ne sais pas, des systèmes d'arrosage automatique ou des choses comme ça,
Tout ceci peut, mais encore une fois, il n'y a que dans le contexte où on se trouve qu'on peut, de façon pertinente, faire ressortir les impacts sur l'environnement. Maintenant, attention en termes d'impact, parce qu'il y a les impacts positifs et les impacts négatifs. C'est vrai qu'en général, quand on parle de suivi d'impact pour certains projets, on fait référence à des impacts quand même positifs sur le processus, enfin des impacts positifs. Souvent, les impacts négatifs, si ils sont identifiés en amont, disons, de l'évaluation de votre projet par votre bailleur, ça peut faire l'objet du refus de votre projet puisque les impacts négatifs ont été identifiés. Mais encore une fois, le fait de faire ressortir les impacts environnement dépendra de la nature de votre projet et de votre discipline, et surtout des technologies que vous allez mettre en œuvre. Merci beaucoup. Donc, on va avec la question, des questions très intéressantes et très pertinentes qui viennent. Est-ce que le PI est systématiquement premier auteur dans le cadre de la publication des résultats d'une recherche? Quelle différence entre PI et le coordonnateur de la recherche? Alors, donc déjà, je vais peut-être répondre à la dernière en premier. Donc, en général, le PI, c'est soit on parle de, ça peut signifier Principal Investigator ou bien Project Investigators. Donc, on peut avoir des co-PI. Donc, on peut avoir un seul PI ou bien des co-PI. Voilà. Maintenant, le coordonnateur de la recherche ou bien le coordonnateur du projet de recherche, ça peut aussi être une co-coordination. Hein? D'accord? Un projet peut être co-coordonné, mais en général, même si c'est co-coordonné, il y a un coordonnateur principal qui va être identifié. Donc, pour moi, on peut parler de différence entre PI, le Project Investigator, et le coordonnateur. En tout cas, de mon point de vue personnel, on a eu des projets où il y a un investigateur principal du projet, mais au moment de la soumission pour la coordination du projet, une autre personne a été identifiée pour coordonner les activités du projet. Parce que tout dépendra aussi de l'expertise des uns et des autres. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un sur le plan scientifique qui est très brillant, qui initie le projet de recherche et tout, mais sur le plan de la coordination d'une équipe et des activités ou des relations avec des personnes, il y a une autre personne beaucoup plus qualifiée qui peut être désignée comme étant le coordonnateur du projet. Maintenant, le PI n'est pas forcément le premier auteur. Je prends un exemple. Si vous recrutez un doctorant dans le cadre d'un projet qui fait sa thèse, et s'il est le principal producteur, en tout cas des résultats, le doctorant est le premier auteur du projet. Et en général, même souvent, le PI, ou bon, ça ne pas le PI, je parle pas, je vais laisser tomber, je voulais dire que le PI est en dernier auteur, mais ce n'est pas forcément le cas. En général, le superviseur général peut se retrouver en dernier auteur. Mais premier et dernier auteur aussi, il faut relativiser en fonction des disciplines, parce qu'il y a des disciplines où le dernier auteur a un sens, où l'auteur qui est au milieu a un sens et le premier auteur a un sens. Voilà. Mais pour moi, être premier auteur, si c'est pour faire référence à la personne qui a plus contribué dans les résultats présentés dans cet article, ce n'est pas forcément le PI, mais c'est la personne qui a contribué le plus dans les résultats de l'article. Merci donc pour ces précisions, je pense qu'ils sont très intéressantes pour les étudiants, surtout au doctorat. Merci. Donc, une question de Aubin Jacob qui dit que est-ce qu'il faut pour tout projet de recherche, il faut forcément un responsable, voilà, un responsable de suivi-évaluation. Le responsable de suivi-évaluation est-il rémunéré par le chercheur ou par le bailleur? Très bonne question. Encore une fois, ça va dépendre de la taille du projet, mais moi, de mon expérience, je dirais que le responsable de suivi et évaluation est rémunéré par le chercheur, en fait, est rémunéré par le projet. Voilà. Est rémunéré par le projet.
Après, je ne connais pas peut-être d'autres projets, peut-être Grégory, qui a peut-être d'autres expériences, peut nous parler peut-être d'un responsable de surévaluation qui est rémunéré par le bailleur, mais moi, je n'ai pas connaissance de ça. En général, c'est le projet qui prévoit même le recrutement et la rémunération d'un responsable de suivi évaluation. Alors, est-ce qu'il faut toujours, pour tout projet de recherche, un responsable de suivi évaluation? Non. Tout dépend de la... Enfin, oui, je dirais oui. Alors, je dirais oui, quelle que soit la taille du projet, mais pas forcément un expert en suivi évaluation qui va être recruté et qui va faire que ça. Ça peut être un des membres du projet, un chercheur membre du projet à qui on délègue cette responsabilité de suivi évaluation. En général, c'est le coordonnateur du projet qui s'en occupe dans le module ou dans le Work Package 0, suivi et coordination du projet. Merci beaucoup. Donc, il y a Mohamed Sow qui demande le suivi évaluateur venant de l'extérieur. Utilise-t-il la démarche proposée ou adopte-t-il une démarche différente? Alors, le suivi évaluateur est en interne du projet. Donc, il est interne au projet. Donc, il va adopter une démarche qui est validée entre les porteurs du projet et le bailleur. Voilà. Donc, cette démarche-là peut être une démarche qui est proposée par le bailleur. Ça peut aussi être une démarche qui est proposée par le responsable lui-même du suivi évaluation en fonction de son expérience. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, une autre question qui demande, est-ce que, de Souleymane Kandé, qui demande, est-ce que la budgétisation d'un projet, non, pour la budgétisation d'un projet, quel taux alloué aux imprévus? Quel est le taux qu'on alloue aux imprévus dans le cadre de la budgétisation des projets? Alors, souvent aussi, c'est en fonction de votre bailleur. Donc, souvent, on appelle ça les coûts indirects. Donc, les coûts indirects, ce sont justement les coûts en relation avec certaines activités ou les coûts dans le cadre d'une activité qui n'était pas forcément prévue au préalable. Et ça peut faire l'objet d'un pourcentage. Il y a certains bailleurs qui vous disent que, par exemple, les coûts indirects ne peuvent pas être... les coûts indirects ne doivent pas représenter plus de 7% du coût global du projet. Par exemple, si vous avez un projet qui coûte, par exemple, 1 million, globalement, on vous dit que les coûts indirects ne doivent pas dépasser 7%. Donc, les coûts indirects ne devraient pas représenter plus de 70 000 francs des 1 million. Voilà. Mais en général, c'est des réalités que les bailleurs ont conscience. Et donc, du coup, en général, ils autorisent cela. Mais les coûts indirects ne sont pas exempts de justification, d'accord? Donc, mais ça dépend aussi du bailleur. Hein. Certains bailleurs peuvent ne pas être très regardants sur la justification des dépenses liées aux coûts indirects, mais d'autres bailleurs vous exigent à justifier les dépenses issues des coûts indirects au même titre que les dépenses qui étaient déjà planifiées dans le cadre du budget du projet. Dans tous les cas, posez la question à votre bailleur. Oui, absolument. C'est également... Alors, oui, voilà, c'est ça. Donc, Mamadou, si tu permets, je dis poser la question à votre bailleur, ça m'a fait penser à une chose aussi qui est très, très importante dans le suivi, évaluation et dans la collecte de données. C'est-à-dire, quand vous faites des communications avec votre bailleur, il faut les faire de façon à garder des traces. Par exemple, un appel téléphonique. Si vous convenez de quelque chose au téléphone, il est très difficile de pouvoir le justifier après. Si le bailleur vous dit que non, je ne vous l'avais pas dit, vous n'avez pas de preuves. Mais par exemple, utilisez par exemple des moyens de communication qui vous permettent de garder des traces. Bon, on ne vous demande pas d'enregistrer les appels vocaux avec votre bailleur, mais utilisez l'email par exemple. Donc, si vous envoyez un email pour faire une demande d'explication à votre bailleur, vous lui dites, alors, est-il obligatoire de justifier les dépenses en lien avec les coûts indirects? Si le bailleur vous dit non, 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 il n'est pas requis de les justifier. Mais demain, si votre auditeur vous demande de justifier ça, vous pouvez lui présenter l'échange email avec votre bailleur pour lui dire, ben, on n'est pas tenu de justifier cette dépense puisque le bailleur, justement, nous l'avait indiqué.
Et ça peut vous sauver. Donc, utilisez des moyens de communication qui peuvent vous permettre de conserver les traces. Merci beaucoup d'avoir bien vu ces aspects. Donc, encore une fois, bon, pas pour prendre la parole, c'est juste pour dire à nos participants que dans le cadre de la réalisation de projets, vous devez tout le temps avoir des preuves avec vous. Donc, communiquer de façon efficace, mais également précise dans vos questions afin que lorsqu'on vous repose la question, vous puissiez justifier parfaitement la conversation. Donc, vous avez Outlook, vous avez Google, vous avez utilisé aussi, si vous avez un email de service, utilisez plutôt votre email de service que votre email personnel. Ça va beaucoup vous sauver. Donc, on passe à la question suivante qui dit, ce n'est pas une question, c'est plutôt une demande, je pense. Le centre universitaire de Patsi Anjoua, Université des Comores, département des sciences de la vie et de la terre et de l'environnement, souhaite avoir des partenaires universitaires autres pour la mise en place de projets de recherche. OK, merci pour l'information, M. Shakir. Donc, la question suivante, c'est en pleine activité de mise en œuvre d'un projet, s'il y a inflation ou augmentation des taux d'échange, que faire? Oui, ça c'est à prendre en compte. Hein? Ça c'est à prendre en compte dans le projet. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. C'est extrêmement important hein, parce que souvent, vous êtes financé par exemple en euros. Par exemple, vous estimez votre budget en France en euros, d'accord? Mais vous payez vos personnels par exemple en francs CFA ou bien en dollars. Et effectivement, au moment de justifier les dépenses, les taux de change ont changé. Et donc, le paiement que vous avez fait peut dépasser largement l'estimation que vous avez faite au départ. Si vous avez dit que vous allez payer 1 000 euros et qu'en francs CFA, entre-temps, ce que vous avez payé fait 1 002 euros à cause de ces taux d'échange, mais il faut juste joindre la justification de ces augmentations de taux de change. Et en général, ça passe auprès du bailleur. Mais également, c'est aussi des choses qui interviennent, surtout en termes de rémunération, on va dire, du personnel. Vous pouvez avoir un personnel, comme je le disais la dernière fois, qui est rémunéré sur la base du taux horaire de travail du pays de son statut. Donc, vous le rémunérez, il est par exemple assistant, et vous le rémunérez par exemple avec un taux horaire de 5 000 francs par l'heure, par exemple. Mais entre-temps, avant la fin du projet, il est passé maître de conférence et son taux de rémunération passe à 7 500 par exemple francs l'heure. Donc ça va impacter aussi sur l'estimation qui a été faite sur le taux de rémunération de ce. Donc ça aussi, il faut l'inclure dans votre rapport financier et y joindre les pièces justificatives en fait de ce changement-là. Merci beaucoup. Je dois également dire merci à M. Bamol Alisso pour sa contribution. Donc, j'avais une question, c'est demander est-ce qu'il faut harmoniser l'outil d'évaluation? Le responsable de suivi, évaluation, non, j'ai perdu la question. Oui, j'ai perdu la question, mais il y a un participant qui demandait est-ce qu'il faut harmoniser l'outil d'évaluation. Oui, je pense peut-être le participant a choisi de dire que sa question peut-être a été déjà répondue. Oui, effectivement. Alors, uniformiser dans le contexte d'un projet, oui, il faut avoir un document uniforme, en tout cas qui est partagé et validé entre tous les partenaires. Maintenant, en fonction des projets, il y a des canevas qui peuvent faire l'objet de personnalisation en fonction du contexte et de la taille du projet. Si je vois bien, on a... attendez. Voilà, donc je ne vois pas d'autres questions. À moins qu'il y ait... non, je ne vois pas d'autres questions. C'était la dernière, celle qui parlait de la mise en œuvre d'un projet s'il y a inflation. Il y a que cette question-là, c'était la dernière question. Donc, merci.
Je ne vois pas d'autres questions. Merci. Je vous retourne la parole au cas où vous aurez peut-être une ou deux dernières questions pour... oui. Donc, je vous retourne la parole. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux dernières questions, professeur? Vous pouvez répondre. Ouais, non, c'est bon, hein, globalement. Donc, c'est moi qui remercie l'assistance pour leur... il dit qu'il y a une question qui n'est pas encore répondue. Pouvez-vous remettre la question sur le chat? Donc, nous vous recommandons d'utiliser le bouton à côté du chat qui s'appelle Q&R pour poser vos questions. Donc, ça nous évite de rechercher ça dans les discussions. Donc, il y a AM6 Apply. Donc, si vous pouvez... Ma question est restée pendante. Alors, je n'ai pas vu la question. OK. Bon, je n'ai pas vu. Vous pouvez nous envoyer un mail si toutefois cette question vous tient à cœur. Donc, on essaiera de vous répondre par mail. Quoi, merci beaucoup, Mamadou, pour la modération de cette session questions-réponses. Et je vais repasser la parole peut-être à Grégory pour la phase de débriefing de ces 3 jours de formation. Je voulais aussi dire aux participants que nous allons vous envoyer, parce que beaucoup d'entre vous ont manifesté l'intérêt, par exemple, de trouver des partenaires. Et je pense que cette audience est un cadre déjà qui permettrait de trouver des partenaires. Nous allons organiser d'autres sessions, mais dans cette session, nous n'avons pas pu forcément vous permettre de vous mettre en interaction, mais nous allons vous envoyer un formulaire de demande disons, d'intégration de notre liste de diffusion, de notre réseau sciences et technologies du numérique, en tout cas en particulier, peut-être aussi du programme S-Partner. Et à travers cette liste de diffusion, à chaque fois que vous aurez un besoin peut-être de trouver des partenaires pour un projet à soumettre, par exemple dans le cadre de la constitution d'un consortium, vous pourrez passer un email dans ce groupe de diffusion pour trouver des partenaires potentiels. Donc, Grégory, je te repasse la parole. Grégory, tu es là? Ah non, Grégory n'est pas là. Écoute, donc ce qu'on peut faire, hein, peut-être on peut prendre 2 ou 3 interventions parmi ceux qui ont levé la main. Donc, je vois Rihanna Ali Ahmed. Donc, pour prendre 2 ou 3 interventions avant la fin de la session. OK, donc on va prendre les mains levées. Rihanna Ali Ahmed, vous pouvez poser votre question. Il faut juste enlever votre micro. Il faut activer votre micro, Rihanna. Okay, je vais lui proposer d'activer. Rihanna, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je suis contente de cette formation, mais malheureusement, j'ai raté la première jour de la formation, donc j'ai un petit souci sur ça. Je n'ai pas vraiment de questions sur ce qu'on a fait hier et aujourd'hui, mais juste pour remercier aux formateurs et les personnes qui ont organisé la formation. Donc, merci beaucoup. Et je voulais avoir les documents des PowerPoint sur ce que vous avez propagé là. Donc, ça va. Super. Donc, nous allons effectivement partager premièrement toutes les vidéos des présentations via notre chaîne YouTube et nous allons vous envoyer le lien. Donc, normalement, même dans l'appel, vous avez déjà le lien de notre chaîne YouTube, mais nous allons vous renvoyer cela. Nous avons vos adresses email en tous à partir du formulaire d'inscription que vous avez rempli. Ensuite, tous les slides aussi vous seront transmis à partir de l'adresse email que vous avez renseignée au moment de votre inscription. Merci beaucoup. De rien. Nous vous remercions pour votre intérêt. Donc là, nous pouvons donner la parole. Bon, il y a un code, mais peut-être à Danis, Émile. Bonjour. Oui, bonjour.
Darius, il faut activer votre micro. Vous m'entendez? Oui. OK. Bonjour. Je vous remercie encore une fois, en fait, pour cette formation assez enrichissante et assez intéressante. Moi, je ne suis pas encore dans un parcours de doctorat, mais je fais un master en gestion des ressources humaines et transformation numérique. Donc, je trouve que cette formation est très intéressante et ça va aussi m'aider sur le plan professionnel parce que je travaille sur des sujets comme ça, comme coordinateur de projet ou autre. Ma question, c'était par rapport à la place des chercheurs africains dans les publications. Donc, vous avez déjà répondu par rapport aux principaux investigateurs le plus souvent que je vois qui sont dans les premières places dans les publications. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des statistiques sur les chercheurs africains par rapport à leur place, en fait, soit première place ou dernière place en fonction des études publiées, en fait, ou est-ce qu'il y a des sources où je peux trouver ces informations? Parce que c'est une question qui m'intéresse, parce que je discute avec beaucoup de chercheurs, en fait, qui se plaignent par rapport à ça. Et que les activités de recherche se passent sur le terrain, donc c'est eux qui font de l'opérationnel, de collecte des données, etc. Ils sont en première ligne. Par contre, quand il faut publier, ils ne sont pas toujours dans les places. Et je trouve qu'il y a quand même un problème par rapport à ça. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Je voulais savoir est-ce qu'il existe des données ou alors qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour réduire ces écarts. Super. Question très, très, très importante et très pertinente. Peut-être Mamadou, je peux te laisser répondre en phase avec le travail que tu es en train de faire actuellement. Mamadou? Oui, donc merci beaucoup, comment dirais-je, Madame Denise. Donc, une question très pertinente et très intéressante. Nous avons les chercheurs en ce moment sur le terrain qui, comme vous l'avez dit, hein, parfois en leur publication, vous avez soit ils sont en premier auteur ou parfois c'est en dernier auteur, parfois c'est pas eux. Mais ce que je peux vous suggérer tout d'abord, c'est en fait, moi personnellement, je n'ai pas de statistiques, je ne connais pas où on a des statistiques où on a un répertoire de ces chercheurs. Par contre, moi, ce que je fais, c'est à travers les publications où je peux entrer en contact avec ces chercheurs pour, comment dirais-je, entrer en contact et puis échanger avec eux. Mais des statistiques disponibles sur les chercheurs africains, une base de données, par exemple, avec les statistiques, non, moi, personnellement, je ne la connais pas. Franchement, je ne la connais pas. Je ne sais pas est-ce qu'il en existe ou pas. Franchement, non plus. Donc, par contre, je fais des recherches exactement sur les publications en Afrique de l'Ouest, par exemple, sur le COVID, et je vous garantis que la meilleure façon que j'ai trouvée pour entrer en contact avec ces chercheurs, les chercheurs potentiels, c'est à travers les projets, à travers les publications disponibles parfois sur le net. Alors, il faut voir aussi que malheureusement, la plupart des recherches ne sont pas publiées dans les bases de données qu'on connaît éventuellement. On se concentre à faire une thèse, un master et à soutenir. Donc, la suite pratiquement n'est pas disponible. Du coup, pour retrouver ces chercheurs-là, vous êtes obligé d'aller au niveau des institutions et regarder les thématiques, ensuite les contacter à partir de là. Moi, c'est la méthode que je suis en train de faire avec même des collaborateurs d'Afrique du Sud et même du Nigeria qui, en tout cas, privilégient cette méthode que de chercher une base statistique parce que tout simplement, même ceux, ils sont également butés à cet obstacle-là, voir la statistique des chercheurs africains qui sont en tout cas actifs ou qui sont en ligne, etc. Donc voilà, moi, à mon niveau personnel, ce que j'ai comme information par rapport à ça. Maintenant, professeur, si tu as d'autres informations, c'est une question que moi, je vais noter et je vais parler encore avec mes contacts, mes collaborateurs pour voir est-ce qu'on a cette base de données statistiques des chercheurs africains. Merci.
OK, merci beaucoup Mamadou. Donc, juste pour compléter sur cette question, hein, c'est un vrai problème effectivement qui est lié à plusieurs choses. Donc, déjà en termes d'expérience ou de constat par rapport à ce que Danis disait tout à l'heure, j'ai participé à une conférence en Italie en 2018 où la conférencier invité présentait les statistiques sur les publications par continent et à ma grande surprise, il y avait tous les 4 continents, sauf celui africain. Bon, je pense que ça confirme ce que Danis vient de dire, qu'il est déjà difficile vraiment de trouver les sources fiables, en tout cas des productions scientifiques dans lesquelles les Africains sont impliqués. Mais ça, c'est dû aussi à plusieurs raisons, notamment le manque d'indexation de beaucoup de nos organes de publication en Afrique, notamment nos revues dans nos universités qui ne sont pas forcément indexées sur Internet, qui est la source principale de collecte de données dans ces cas de figure. Mais une autre source aussi, peut-être qui peut être exploitable, mais qui n'est pas ouverte, c'est par exemple les organes d'accréditation ou d'habilitation des chercheurs africains. Si je prends le contexte de l'Afrique de l'Ouest, il y a le CAMES, qui évalue les chercheurs depuis son existence et qui collecte leur production scientifique chaque année, en tout cas pour les candidats, et donc qui dispose vraiment d'une base de données bien fournie. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2018 déjà, Elsevier, en tout cas pour ce qu'elle disposait en termes de données, disait déjà que l'Afrique représentait moins de 1% de la production scientifique mondiale, donc ce qui est vraiment assez... Mais ça donne des idées. Je pense qu'il faut aller vers des outils qui vont permettre justement de collecter ces informations et d'essayer de les mettre en valeur et de les diffuser sur Internet. En tout cas, merci pour cette question, ça a ouvert le débat. Donc, on va peut-être encore prendre 2 intervenants. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir parler. Donc, je ne connais pas le nom de 85 507, mais je vais quand même lui permettre de parler. 82 57 75 AC. Bon, je ne sais pas qui c'est. Donc, sinon, je vais laisser Eli Bogui, donc le suivant. Merci, professeur. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? OK, Bogui de la Côte d'Ivoire. Ah, super. Merci beaucoup pour ces présentations très enrichissantes. Et ma question était relative au suivi et évaluation. On va parler beaucoup plus d'évaluation du projet, mais d'un post-projet. Ça veut dire que le projet a fini de se dérouler. Et généralement, on peut voir des appels comme ça où on cherche des suivis et évaluations pour ces projets déjà réalisés. Donc, post-projet, encore en fin de projet. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est la même démarche appliquée? Parce que j'ai vu l'objectif du suivi et évaluation dans ce que vous avez présenté. C'était pour permettre l'atteinte des différents objectifs fixés par le projet. Donc, ça va se faire depuis le début jusqu'à la fin du projet. Mais il peut arriver qu'on nous demande d'évaluer un projet à la fin. Voilà. Donc, est-ce que c'est les mêmes démarches ou en ce moment-là, il y a une démarche particulière qu'il faut avoir pour pouvoir évaluer ce projet? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très bonne question. Et je confirme effectivement que c'est des choses qui arrivent. Hein. Pas plus tard que lundi, un collègue m'a contacté pour justement faire partie d'un consortium pour un projet dont l'objectif, c'est d'évaluer l'impact ou les résultats d'un certain nombre de projets qui ont été déjà déployés. Donc, dans ce cas de figure, il s'agit aussi d'un projet. Donc, les mêmes principes vont s'appliquer. Donc, et ce collègue qui m'a appelé, c'était pour créer un consortium. Donc, déjà, vous voyez que la même démarche déjà de création d'un consortium s'est appliquée. Ensuite, ils vont faire une proposition. Une fois que le projet est accepté, il y aura un budget, il y aura un plan d'action qui va être proposé. Et ensuite, au cours du déroulement de ce projet, il y aura également la nécessité d'avoir une activité de suivi et évaluation justement de la conduite de ce projet-là.
Donc, c'est quelque chose, justement, comme vous pouvez le voir, qui est assez récursif, quoi. Voilà. Donc, même s'il s'agit d'un projet de suivi, évaluation d'un autre projet, ça reste un projet et les mêmes principes vont s'appliquer. OK, thanks. Merci beaucoup. De rien. Alors, vraiment, c'est que vous êtes nombreux à vouloir parler. Prenons un dernier intervenant. Il s'agit de Zakaria Sawadogo. Ok, bonjour, professeur, et bonjour à tous les participants pour en fait la formation que vous avez bénéficié pendant ces 3 jours très enrichissante. Moi, je voudrais en fait revenir en fait au niveau de la rédaction en fait du projet, de l'appel, lorsqu'il y a un appel à projet et que vous devez en fait rédiger en fait l'offre, votre offre pour soumettre. Et souvent, il arrive, par exemple, tout dernièrement, j'ai participé avec des frangins en fait. On a rédigé un projet qu'on a soumis. Le projet n'a pas été accepté. Nous avons écrit en fait pour demander en fait qu'on puisse nous faire un retour des reviewers en fait sur le projet. Mais bon, on nous a répondu que ce n'était pas possible d'avoir en fait accès à ces reviewers. Donc nous sommes restés, nous ne savons pas en fait qu'est-ce qui a fait que en fait notre projet n'a pas été retenu. Bon, nous avons envie en fait, de remettre le projet pour d'autres financements. Mais comme nous n'avons pas en fait, eu un retour de ce projet, des reviewers, bon, on s'est dit peut-être on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on a mal fait dans l'écriture en fait, du projet. Donc moi, je vous demande en fait, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il faut prendre comme attitude? OK. Très bonne question. Alors, ça arrive que justement, que vous déposez un projet, vous n'avez aucun retour. Mais en général, moi, je pense que cela impacte sur la crédibilité du bailleur parce que vraiment, les vrais bailleurs, vraiment, qui sont crédibles, qui sont, en tout cas, sauf peut-être à des exceptions près, quand même rendre compte des évaluations des projets, même si ceux-ci n'ont pas été acceptés. Maintenant, pour votre cas, moi, ce que je vous conseille en termes d'attitude, est-ce que même je conseillerais, même avant toute soumission à un appel, par exemple, si vous avez des collègues, des partenaires, par exemple, que vous connaissez et qui sont, par exemple, c'est pas, qui ont de l'expertise ou de l'expérience dans les projets, vous pouvez leur donner votre projet à relire. Ceci permet déjà d'anticiper sur certaines remarques que des évaluateurs externes pourraient avoir sur votre projet. Après, je sais que la question de la confidentialité des idées et autres peuvent se poser, mais si vous avez des personnes de confiance, vous pouvez leur soumettre vos projets à relire et peut-être que ces personnes vont détecter des insuffisances sur vos projets qui pourront vous signaler et qui pourront vous aider à améliorer. Pour moi, c'est la seule solution dans ce cas de figure où vous n'avez pas de retour de votre bailleur. Ok, bon, merci beaucoup pour vos avis. Bon, je pense qu'avec la fin de cette formation, j'ai aussi appris des choses peut-être qu'on n'a pas appris, on n'a pas bien appliqué, par exemple, dans cette rédaction. Peut-être nous allons en fait nous revoir et puis essayer de réécrire ça et puis peut-être ajuster avec ce que nous avons appris dans cette formation, peut-être pour parfaire. Mais si vous pouvez rester disponible, si on avait si nous pouvons en fait vous contacter pour des avis, ce serait aussi intéressant en fait. OK. Merci. En tout cas, vous avez nos adresses, mais nous allons également vous proposer peut-être une plateforme où peut-être vous pourriez voilà, poster ces types de questions. Je pense peut-être à un forum où, en tout cas, tous les participants pourraient s'y retrouver. S'ils ont des difficultés ou des points d'interrogation, ils pourront poser ces questions là-bas et on pourra, entre nous tous, s'entraider à répondre convenablement à leurs interrogations. Merci bien et bonne journée à tous. Merci, pareillement. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. La journée a été un peu longue. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour votre engagement. Nous avons vu comment vous êtes restés mobilisés pendant ces 3 jours de formation. Et nous espérons vous retrouver très bientôt et avoir de vos nouvelles avec des projets acceptés, financés, avec des résultats impactants. Voilà, Mamadou, je te laisse la parole pour clôturer et puis dire au revoir. Donc, merci tout le monde. Merci professeur pour cette longue haleine. Merci d'avoir
pu tenir. C'est pas facile, hein. Vous comprenez tout le préparatif qui est derrière ces présentations. Donc, merci vraiment pour tous les efforts à toute l'équipe, je dirais, mais également merci à tous les participants. Vous dire que nous serons disponibles pour répondre à vos questions et donc vous inviter tout d'abord à bien remplir votre inscription pour qu'on ait vos noms, prénoms, institutions, pays et emails pour qu'on puisse quand même vous envoyer vos attestations correctement. Et également, vous aurez les présentations, donc vous pourrez pas à pas pouvoir vous mettre à la pratique. Donc, voilà, moi, ce que j'avais à dire, je pense que Grégory n'est pas en ligne. Grégory... Non, il n'est pas là, on peut clôturer. C'est bon, Mamadou, tu peux clôturer. OK, donc voilà ce que moi, je pourrais vous dire. Donc, il y aura donc des sessions de formation on-site, c'est-à-dire sur place au courant de l'année prochaine. Donc, nous aurons éventuellement des sessions également de formation en ligne courant de l'année prochaine. Et donc, gardons les contacts. On pourra éventuellement vous envoyer des invitations pour pouvoir participer à de futures sessions. Donc, merci à vous, merci à tout le monde. Donc, voilà, merci encore. Je vous souhaite un bon vendredi et un excellent week-end. Surtout, vous allez aller en vacances et je vous souhaite de très belles vacances. Merci à tous. Merci. Ne vous en faites pas. On a tous vos adresses email et on va vous envoyer les slides et les liens pour les vidéos. Donc, ne vous en faites surtout pas. Allez, au revoir tout le monde et à très bientôt. Au revoir.